Bonjour, Patricia Lefébure, donc généraliste. Effectivement, je vais vous paraître un peu basique après le brillant exposé de Mario. J'espère que vous resterez attentifs quand même. Donc, on a fait effectivement une enquête, comme on fait toujours dans le réseau lorsqu'on veut mettre en place une nouvelle organisation de soins. Il y a une double finalité à ces enquêtes de terrain. C'est d'une part de connaître l'existant, de savoir comment les professionnels pratiquent. En l'occurrence, j'allais presque dire se débrouillent, mais bon. Et d'autre part, faire remonter de la base les demandes qu'ils peuvent avoir, parce que ça va orienter nos travaux. Hein. Nous, on n'est pas autistes et on arrive beaucoup plus facilement à s'adapter. Alors d'abord, je vous dois mes excuses pour cette diapo, parce qu'il y a un mot qui me choque profondément. J'ai vu ça après en relisant ce matin, prise en charge des enfants TED. Je déteste quand on dit ça. Un enfant, il n'est pas TED, il est un enfant. Voilà, il est porteur d'un trouble d'envahissement du développement, hein, mais il se résume pas à la pathologie, hein, bien entendu. Moi, nous, en tant que généralistes, évidemment, l'enfant, c'est la globalité. Hein. Donc mes excuses. On a donc envoyé 500 questionnaires aux généralistes du territoire, 550, une centaine aux pédiatres, parce qu'on s'est aussi dit que évidemment les pédiatres étaient intéressés. C'était un questionnaire papier, on n'a pas fait de relance. Ça a été fait au mois de février, je crois. Il y avait des questions, je vous ai pas remis le questionnaire dans le détail, on portait surtout sur la file active des enfants autistes, parce qu'on se demandait s'ils étaient suivis en ville. J'ai oublié de dire, bien sûr, c'est une enquête en ville, hein, uniquement en ambulatoire. Hein. Le nombre de consultations qu'ils avaient pratiquées, les motifs de ces consultations-là, bien sûr s'ils avaient des liens avec les équipes spécialisées qui suivaient ces enfants, s'ils pratiquaient le dépistage systématique, où est-ce qu'ils adressaient lorsqu'ils suspectaient un TED, et un TED, trouble d'envahissement du développement, hein, et puis les propositions qu'ils avaient, donc des questions ouvertes, les demandes, les propositions, voilà. Curieusement, nous n'avons eu que 51 questionnaires qui nous ont été retournés, ce qui est vraiment très peu d'habitude quand on fait... Alors, c'est les chiffres habituels dans les enquêtes tout venant, hein, mais nous, dans le réseau, en général, on arrive à entre 20 et 30% de retours. Donc là, on est à moins de 10%. Bon, sans doute que le sujet est pas, comment dire, j'allais dire, est pas perçu comme essentiel par les médecins, et ce qui veut dire probablement, mais ça c'est une interprétation que j'en fais, hein, je leur ai pas demandé pourquoi ceux qui n'ont pas répondu, je leur ai pas demandé pourquoi ils n'avaient pas répondu, mais que probablement ils en voient assez peu effectivement. Mais ça c'est une interprétation. Donc essentiellement généralistes, les pédiatres ont très peu répondu. En même temps, les pédiatres, c'est la première fois qu'on les sollicitait, ils connaissent pas le réseau, donc voilà. Donc on a trouvé, donc les généralistes et les pédiatres ont dit qu'ils avaient donc suivi 77 enfants porteurs de troubles envahissants du développement, 53 avaient un diagnostic d'autisme précis, et puis 24 avaient ce qu'on appelle des troubles autistiques, ce qui fait en moyenne 1,5 enfants par médecin. Mais c'est à moduler, puisqu'en fait chez les généralistes, alors les 4 pédiatres, enfin 4, hein, on peut pas en déduire grand chose, les 4 pédiatres voyaient des enfants, de tels enfants. Les généralistes, par contre, il y en a presque la moitié qui disaient qu'ils n'en avaient pas du tout dans leur file active. Hein. Donc parmi ceux qui en avaient, par contre, on monte à 2,5 enfants par médecin généraliste qui en suivent, et 3,5 par pédiatre. Chez les généralistes, avec une grande diversité, ça va vraiment de 1 à 7. Notamment, il y en a 3 ou 4 généralistes sur les 51, donc qui nous disaient que aussi ils travaillaient en IME, donc évidemment ceux-là, ils envoyaient 6 ou 7. Sinon, les autres, c'était plutôt 2-3, quoi. Ils voyaient, alors ceux qui envoyaient, donc là je parle que de ceux qui envoyaient, ceux qui suivaient des enfants, ça faisait 196, près de 200 consultations dans l'année précédente. À peu près pareil, hein, chez les généralistes comme chez les pédiatres, et ça correspond à peu près au nombre de consultations que l'on fait chez les enfants en moyenne, c'est à peu près 3 consultations par an. Il y en a évidemment beaucoup plus chez les tout petits, et puis moins chez les plus grands. Donc voilà, lorsqu'un enfant autiste est intégré dans un suivi en ville, finalement il a les consultations habituelles comme un autre enfant, ce qui est plutôt rassurant quand même. Alors les motifs de ces consultations, ça aussi c'est assez rassurant. Essentiellement donc pathologie. Alors ça fait pas 100% parce qu'il y avait plusieurs motifs évidemment souvent, mais donc pathologie somatique, prévention et puis administratif.
Il y avait aussi donc dans le questionnaire, il y avait 2 autres questions. Est-ce que vous les suivez pour le trouble envahissant du développement, et puis autres, voilà. Et donc là, j'ai trouvé que c'était plutôt rassurant parce que les médecins restent dans leur rôle complet de médecins somaticiens. Voilà, vraiment ils suivent ces enfants comme les autres enfants. Ils font les vaccins, ils voient quand ils ont mal au ventre. Ils font alors l'administratif, c'est essentiellement effectivement les dossiers MDPH et puis les plans personnalisés à l'école. Là, j'ai mémoire sur le nom. Voilà. Mais donc très très peu. Bon, il y en a 3 qui ont dit qu'ils le suivaient pour le trouble, mais vraiment les médecins se mêlent pas de ce qu'ils ne savent pas faire. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Et dans autres, j'avais juste 2 réponses qui disaient pour une prescription de bilan d'orthophonie. J'aurais plutôt même mis ça dans administratif, en fait. Voilà. Alors évidemment, voilà, sur la coordination. Au départ, je voulais faire un camembert, puis je me suis dit, ça va être un peu brutal quand même. Donc j'ai choisi, comme je suis optimiste, j'ai choisi le verre à moitié plein. Donc 23% sont quand même en lien avec l'équipe spécialisée qui suit l'enfant. Bon, les mauvaises langues diront que 77% ne le sont pas, voilà, donc les 3/4. 17% seulement ont reçu un courrier, au moins un courrier. Bon, voilà, donc il y a quand même un déficit notoire, mais dans les 2 sens. Hein, j'ai pas demandé si, enfin j'ai dit en lien. Est-ce qu'eux ils écrivent? Ça m'étonnerait aussi. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Pas mal de généralistes ont dit, bah oui, nous évidemment, les généralistes, on est mal vu. Sans doute que les pédiatres reçoivent beaucoup plus de courriers. Ben non. Hein. Enfin, les 4 en tout cas ont répondu à la même chose. Hein. Pareil chez les généralistes et les pédiatres. Très peu de contacts. C'est plus le problème ville-hôpital que le problème du statut du médecin. Alors, par contre, point très très positif, j'avais posé la question, parce que nous on voit la famille, surtout généraliste, donc on voit la famille dans son ensemble. Donc, est-ce que vous estimez que la famille est bien soutenue par l'équipe spécialisée qui suit l'enfant? Ben oui, hein, quand même. Hein, 77% trouvent que c'est bien fait. Donc, bravo à aux équipes spécialisées qui sont ici. Vous faites bien votre boulot. Enfin, nous, en tout cas, on le perçoit bien, quoi. Il faudra demander aux familles après comment ils se sentent. Alors donc ensuite j'ai demandé est-ce que vous avez des difficultés particulières à suivre ces enfants, et là aussi j'étais un peu surprise parce qu'en fait j'étais sûre qu'ils allaient dire bah oui c'est des enfants, c'est difficile à examiner, le contact physique évidemment ça pose un problème, ils expriment pas la douleur ou leur demande de la même manière. Oui, ça vient bien sûr, mais en deuxième quand même. Hein, la première difficulté que ces médecins, que nous les généralistes et les pédiatres ressentons, c'est l'absence de lien avec la famille. Hein, donc c'est vraiment ça c'est vraiment on peut le faire avec les équipes. Pardon, excusez-moi. Oui, pas avec la famille, avec les équipes. Hein, voilà. Un petit peu difficile aussi relationnel avec les parents. On revient un peu sur ce que disait Mario. Je vais pas détailler, hein, mais avec effectivement. Alors dans la relation avec les parents, parce qu'il y avait des commentaires libres, hein, donc c'était aussi c'était des parents qui sont effectivement qui j'avais presque dit revendicateurs. Non, c'est pas ça. C'est effectivement avec les histoires de régime, voilà, ils posent des questions, ils sont un peu insistants sur passer des examens, faire des voilà, parce que nous on est les somaticiens effectivement, mais sauf que nous on n'y connaît rien en plus, et puis ça nous semble, comme disait Mario, souvent un peu en dehors du contexte. Donc c'est ça qui est un petit peu difficile. Et puis la question du diagnostic, on en parlera beaucoup cet après-midi, qui pose un problème, notamment sur les enfants qu'on suspecte. Est-ce qu'il faut un diagnostic précis? Et puis voilà. Et puis dans le diagnostic, on verra à qui adresser ou comment. Ensuite, est-ce que vous dépistez systématiquement l'autisme? 17% seulement disent oui, 83%, donc pareil, je mets toujours les réponses positives, hein, mais 83% ne font pas y compris les pédiatres, j'étais étonnée ça, enfin les 4 pédiatres, hein, 4 on peut pas en déduire, mais ne dépistent pas systématiquement l'autisme. Et alors, j'avais posé ensuite la question, si vous le faites, est-ce que vous utilisez des outils spécifiques ou est-ce que c'est votre propre expérience? Et aucun n'utilise d'outils spécifiques. D'ailleurs, c'était une demande après, pas mal disaient on les connaît pas. Donc beaucoup répondaient je regarde les contacts avec les parents, le regard, enfin bon, des choses issues de leur expérience, mais en fait on est assez mal à l'aise, hein, voilà. Et ce qui explique sans doute, mais ça c'est pareil, c'est une interprétation, mais c'est ma grande théorie à chaque fois,
c'est de dire quand on sait pas faire, on va pas dépister, quoi. Ça, c'est clair. Même si on nous donne les outils de dépistage, si on sait pas quoi faire derrière, on va pas énormément se les approprier. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est une diapo aussi assez intéressante. Où est-ce que vous adressez lorsque vous suspectez un trouble envahissant du développement ? Alors, je dis c'est intéressant parce que j'ai fait plusieurs études sur différents sujets. Par exemple, dans l'addiction, la dernière, c'était l'addiction, c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. Vraiment, il sortait 3 lieux d'adresse. Alors, c'était ouvert, hein, c'était question libre. Où est-ce que vous adressez ? J'avais rien mis comme volontairement pour ne pas restreindre. Donc, dans l'addiction, il y avait 3 lieux qui étaient ressortis, très classiques, CMP, XAPA, et puis consultation hospitalière. Là, c'est quand même assez varié, ce qui prouve qu'effectivement les médecins sont désemparés. C'est ce que je disais. Plus on est désemparé, moins on va dépister. Voilà. Alors c'est en pédopsychiatrie quand même qui ça apparaît le plus. Ce qui est quand même c'est aussi rassurant. C'était bien que la pédopsychiatrie s'empare du sujet parce que c'est quand même là qu'ils sont repérés. Mais les neuropédiatres également. Et alors là, ce qui m'a je l'ai pas mis sur la diapo. Ce qui m'a quand même assez inquiété, c'est que très souvent sur les médecins qui ont répondu neuropédiatre, il y avait très souvent un nom entre parenthèses, docteur Buissonnière pour pas le nommer, comme s'il n'existait que lui que sur le territoire. Voilà, j'entends Stéphanie qui dit bah oui c'est la réalité et je pense que ça c'est un peu inquiétant parce que quand on voit que c'est le deuxième recours et que c'est un médecin, on se dit mais s'il disparaît, voilà, et il disparaîtra un jour, enfin en tout cas du modèle professionnel, voilà. Donc c'est vraiment à prendre en ligne de compte. Les CMPP, et puis ensuite vient les CAMS, les CMP enfants, les consultations de pédiatrie générale à l'hôpital, et souvent nommé Mignot, mais c'est aussi parce que c'est dans le bassin de vie, c'est le principal hôpital, hein, voilà. Mais il y a aussi Rambouillet quand même qui a été cité 2-3 fois. 2 fois on m'a dit un psychologue, bon. Et 2 fois on m'a cité des hôpitaux carrément hors secteur. Il y en a un qui adresse à Robert Debré, c'est quand même assez loin, c'est quand même. Et puis un autre à Garches, mais bon, Garches c'est vraiment limite 78, donc si c'est quelqu'un qui ça peut être une proximité aussi Garches. Mais Robert Debré quand même, ça fait loin pour les enfants quand même. Voilà, donc les médecins ne savent pas, en fait, ça veut dire ça, les médecins ne savent pas trop où adresser. Hein. Alors, ce que j'ai appelé les propositions, hein, c'était des fois les récriminations d'ailleurs. En premier, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'ils voudraient avoir un annuaire, voilà, où adresser un lieu. Voilà, ça répond à la question. Bien entendu, Marie-Joëlle Orève ne sera pas étonnée. On en a beaucoup parlé dans les groupes de travail avec des délais de rendez-vous. À peu près compatible quand même. On ne demande même pas dans le mois ou dans les 2 mois, hein, comme toute autre spécialité, mais là quand on nous répond, quand on nous répond 6 mois, 1 an, alors que Mario vient de nous dire et que les parents lisent tout ça et nous aussi que plus on prend tôt et mieux c'est, voilà, faut comprendre aussi l'inquiétude des parents. Hein, c'est pas celle-là pour le coup, c'est pas une exigence, ça me semble, voilà. Mais bon, c'est un vrai problème. Hein. Ils demandent donc des formations. Pas mal ont demandé des formations, mais ça, c'est assez fréquent aussi. Les médecins demandent souvent des formations. Et puis finalement, quand on organise, soit ils viennent pas, soit finalement ils en font pas forcément grand-chose. Donc plus qu'une formation, il faut vraiment mettre en place un système de soins qu'ils peuvent s'approprier. Et après, ils apprennent. Une fois qu'ils rentrent dans le système de soins, c'est comme ça qu'on apprend en fait le mieux. Hein. Donc les outils de dépistage, on en avait parlé, et puis ça vient en 4e hein, quand même, mais justement des comptes rendus, un travail en réseau, voilà, donc tout ce pourquoi on est là, je dirais aujourd'hui. Et puis quand même en dernier, il y en a quelques-uns qui ont mis un soutien aux familles, bien que effectivement on avait vu que les familles étaient plutôt bien, ils considéraient que les familles étaient plutôt bien soutenues. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, c'est à nous de jouer.